Bon, André Tricot, je ne sais pas si je le présente, mais C'est le plus vieux. le plus vieux est professeur de psychologie cognitive, bientôt à Montpellier. Voilà. Donc tu vas nous parler de, je ne sais même plus de quoi tu vas nous parler, si de 25 minutes de... 25 minutes de chaos. Ok, merci André. Donc ouais, je suis plus vieux que la doyenne qui vient de parler. Et plus vieux que le petit chauve avec les cheveux blancs là, qui a parlé avant. Donc ce que je vais vous présenter, en fait, c'est quand Julie m'a invité, je connais rien, enfin, j'ai pas fait de travaux sur les tablettes, donc de quoi je vais pouvoir parler. Et en fait, j'étais en train de rédiger un rapport pour le CNESCO, le Conseil national pour l'évaluation de l'école. Et je me suis dit, je vais recycler ce rapport, sauf que j'avais oublié de transformer le rapport en diapo. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le diapo aujourd'hui. Et à l'usage, vous verrez que c'est peut-être un rapport intéressant, mais ça ne se prête absolument pas à l'oral, donc ça va être lamentable. Mais voilà, en gros, j'essaie de répondre à votre question. Donc l'idée, c'est de dire les plus-values de façon générique, on ne peut pas les établir. Et quand on cherche des plus-values sur les outils, on ne les trouve pas. Par contre, on peut chercher des plus-values sur ce qu'on a appelé, ce que Erika de Vries a appelé des fonctions pédagogiques. Et donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de dire, est-ce qu'on peut examiner la littérature sur la plus-value liée aux outils numériques en ayant comme entrée un triplet outils, fonction pédagogique, c'est-à-dire quelle est la visée pédagogique, qu'est-ce qu'on veut en faire en classe, et tâche élève. Et si on arrive à décrire des triplets comme ça, on peut examiner la littérature empirique et rechercher des plus-values qui sont un peu plus faciles à débusquer. En tout cas, c'était le pari que j'ai fait quand j'ai commencé à rédiger ce rapport. Et 6 mois après 6 mois de travail, je pense que j'ai globalement échoué. Mais c'est quand même moins pire que de rechercher des plus-values sur les outils. Vous voyez, on a un pas en avant, même si c'est un pas en avant qui est très très modeste. Et donc voilà, une fonction pédagogique, c'est typiquement ça. On est capable de dire, ben voilà, il y a à un moment où dans des salles de classe, il arrive qu'une enseignante ou un enseignant présente de l'information. Ce qui est attendu, c'est que les élèves traitent cette information, qu'ils perçoivent cette information, qu'ils la traitent et généralement qu'ils la comprennent. Et ça correspond à des outils, par exemple, de type diaporama. Et ça correspond à une situation, par exemple, de type cours magistral, d'accord? Ou ça peut être un polycopier que je donne aux élèves et les élèves doivent lire un document. Et là, quand on examine la littérature qui s'intéresse à ce type d'outils numériques pour ce type de fonction pédagogique et ce type d'activité cognitive, percevoir, traiter l'information pour essayer de la comprendre, cette information ayant été présentée sur un support de type diaporama ou cours en ligne, on trouve des résultats qu'il est possible d'analyser et on trouve peut-être des plus-values. Par exemple, l'intérêt du numérique pour ce type de fonction, c'est qu'il permet de présenter des informations qu'on ne savait pas présenter avant le numérique. Mais on trouve un effet d'enrichissement qui est un peu l'effet comme la crème au beurre. Vous voyez, c'est très bien tant qu'on n'en met pas trop. Et l'effet d'enrichissement peut donner un effet de saturation. Et finalement, ce qu'on essaye d'obtenir peut être au détriment des élèves. L'interaction avec les contenus, c'est quelque chose, vous donnez, au lieu de donner un document papier, vous donnez un document numérique, les élèves vont pouvoir cliquer dessus, cette activité d'interaction avec les contenus, elle est particulièrement exigeante, etc., etc. Donc voilà, en gros, l'idée de
de ce rapport, c'est-à-dire pour chaque fonction pédagogique, ben, on trouve est-ce qu'il y a des plus-values, est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'il y a des oui à condition que, et c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Sur la fonction pédagogique, lire pour comprendre, hein, ou apprendre à lire, là on est vraiment purement dans des tâches de lecture. C'était essentiellement des tâches de lecture en autonomie, soit qu'on apprenne à lire, soit qu'on sache lire, et on est là pour lire pour comprendre. Il y a aussi une littérature pléthorique qui montre, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, des effets complètement différents. Si ce qui nous intéresse, c'est les débuts de l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de la reconnaissance du mot écrit, où il y a des outils spécifiques qui sont développés et qui donnent de bons résultats à condition qu'ils aient bien été conçus, à la fois pédagogiquement, mais aussi leur intégration dans les situations ont été bien conçues, alors que d'autres résultats, les travaux sur l'apprentissage de la compréhension donnent aussi des résultats intéressants mais modestes, alors que pour des tâches de lecture, on continue cette méta-analyse donc de Lalo Salmeron et ses collègues qui montrent que même au jour d'aujourd'hui, alors que nous passons nos journées à lire des textes sur écran, la qualité de la lecture est détériorée et moins bonne quand on lit sur écran que quand on lit sur papier. Il y a toutes les tâches d'écoute où on donne un document sonore, par exemple en musique, par exemple en classe de langue, ou ce que nous avons fait nous au cycle 3, des élèves qui sont scolarisés en CM2, ils sont dyslexiques. Le fait de devoir lire et comprendre, c'est particulièrement exigeant pour eux, et on essaye de leur donner un texte à écouter plutôt qu'un texte à lire, en disant finalement la tâche d'écoute est moins exigeante cognitivement puisque ils n'ont pas à décoder le mot écrit, ce qui est difficile pour eux, et où on obtient un résultat absolument contraire, c'est-à-dire qu'en réalité, et c'est bien connu dans la lecture, le problème de la tâche d'écoute, c'est que c'est un traitement continu de l'information sans possibilité de faire de pause, de retour en arrière, et donc cet effet de l'information transitoire fait que quand vous donnez un texte à écouter à un élève dyslexique, il ne comprend pas mieux que quand vous lui donnez le texte à lire de la même façon qu'en classe de langue. Si vous donnez un lecteur MP3 à vos élèves pour qu'ils écoutent un document à leur rythme, ça marche très bien pour ceux qui sont bons en langue. Ceux qui ont des difficultés dans le domaine vont en quelque sorte être pénalisés par cette situation d'autonomie où ils ont à prendre des décisions de pause, des décisions de retour en arrière qu'ils n'ont pas à prendre quand ils sont en mode guidé. Il y a une fonction qui correspond à la lecture-compréhension de tout à l'heure, mais qui est sur l'aspect multimédia, c'est-à-dire lire, comprendre des documents qui sont composés d'images, de textes, de sons, etc., qui utilisent aussi des registres sémiotiques différents. Et là-dessus, c'est peut-être le domaine dans lequel la littérature est la plus importante. Vous avez des centaines de publications chaque année sur ce thème-là. Vous avez une somme, là, le Cambridge Handbook of Multimedia Learning, auquel Mireille a participé, qui vous fait un état des connaissances. Et dans ce bouquin-là, vous avez un article particulièrement bon de 2 collègues qui montrent à quel point, dans ce domaine de l'apprentissage multimédia, il y a des fausses promesses, hein, des fantasmes, des choses qu'on attribue au multimédia mais qui correspondent à rien. Et on a par ailleurs toute une littérature qui établit assez clairement tous les bénéfices qu'on peut trouver des outils multimédia. Voilà, on avance comme ça. Regarder une vidéo, c'est une autre fonction pédagogique. Vous voyez l'idée, hein, c'est que chaque fois, je peux maintenir l'activité, lire pour comprendre, regarder pour comprendre, mais je change l'outil, ou je garde l'outil, mais je change l'usage. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un croisement différent, ça me fait une fonction différente, et ça me permet d'examiner une littérature différente. Et là, dans le domaine de regarder des vidéos pour apprendre, le grand intérêt de la littérature, c'est que, et là aussi Mireille a contribué récemment avec une méta-analyse, ce qui est très intéressant, c'est que des résultats sont très influencés par le type d'apprentissage qui est visé. On utilise une vidéo pour apprendre à faire quelque chose ou pour comprendre quelque chose. La vidéo, elle est là pour illustrer quelque chose.
Et cette entrée-là, enfin, la différence de résultats qu'on obtient selon le type d'apprentissage qui est visé est un des grands intérêts du domaine. Une autre chose qui est très intéressante, me semble-t-il, c'est la littérature sur la prise de notes. Là, tu avais évoqué Annie Piola, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Vous allez voir que la littérature sur la prise de notes est assez différente de la littérature sur la rédaction de texte, la production de texte. Donc la littérature sur la prise de notes est en réalité extrêmement difficile à comprendre. C'est une littérature qui produit des résultats qui vont dans un sens et qui disent le contraire. Il y a d'énormes discussions pour essayer d'identifier les facteurs qui sont à l'œuvre dans la production d'un résultat en faveur de prendre des notes sur ordinateur et en faveur de prendre des notes sur du papier. La fameuse étude d'Oppenheimer et Müller, qui montre la supériorité du papier, a été critiquée pour énormément de biais méthodologiques et il y a des publications qui ont été publiées à la suite de celle-là. Et juste un truc rigolo, c'est que quand on fait des études sur la prise de notes, ce qui compte, c'est pas seulement la prise de notes, mais qu'est-ce qu'il y a sur l'ordinateur sur lequel on prend des notes. Est-ce qu'il y a juste un logiciel de traitement de texte où il y a la possibilité de faire autre chose? Est-ce qu'il y a une connexion à Internet ou est-ce qu'il n'y a pas de connexion à Internet? Et en fait, c'est les possibilités de faire autre chose sur l'ordinateur qui sont le facteur qui a le plus d'influence sur la qualité de la prise de notes. Et cette petite étude rigolote comme tout, là, de 2013, dans laquelle il montre que le fait de pouvoir faire autre chose sur un ordinateur a un effet non seulement sur la qualité de vos notes, mais sur la qualité des notes de vos voisins. Parce qu'en fait, quand il y a un étudiant qui est en train de regarder des vidéos sur YouTube pendant que vous parlez, non seulement ça détériore les notes de cet étudiant, mais tous les étudiants qui sont autour. Ça a un effet de focalisation attentionnelle qui est assez merveilleux. Dans le laboratoire, on a travaillé beaucoup sur une autre fonction pédagogique qui est la demande d'aide, où on peut se poser la question, est-ce que demander de l'aide via un ordinateur ou demander de l'aide à une personne directement, est-ce que ça produit des effets différents? Là aussi, c'est une littérature qui est particulièrement difficile à analyser, avec des résultats qui sont souvent contradictoires. En gros, la demande d'aide via un ordinateur donne des bons résultats quand tout se passe bien. C'est-à-dire quand ça a été bien conçu et que les étudiants ou que les élèves concernés ont une bonne conscience des zones dans lesquelles ils ont des lacunes et des points sur lesquels ils ont besoin d'aide. En dehors de ces cas-là, la demande d'aide via ordinateur peine à montrer des résultats. Et récemment, dans une thèse, on s'est amusé à modéliser la décision de demander de l'aide avec un modèle de la décision rationnelle et on a comparé les comportements d'étudiants par rapport à ce que produisait le modèle et on aboutit à la conclusion définitive qui est que la demande d'aide n'obéit absolument pas à la rationalité et en particulier le calcul des coûts de la demande d'aide est extrêmement aléatoire pour pas dire difficile et le calcul de la probabilité d'obtenir une aide pertinente échappe lui aussi à la rationalité. Et on a aussi montré dans cette étude que la même demande d'aide, vous faites juste varier les étudiants, par exemple leur niveau d'étudiant ou le type d'études qu'ils font et vous obtenez des comportements différents. Voilà, une autre fonction pédagogique, c'est la recherche d'informations. Rechercher de l'information avec des outils numériques produit typiquement un effet avec les outils numériques, on peut faire beaucoup mieux qu'avec les outils papier, mais c'est beaucoup plus exigeant cognitivement de réussir une tâche de recherche d'information dans un environnement numérique que dans un environnement fermé, par exemple un dictionnaire ou une encyclopédie. Après, là, je vais prendre cet exemple-là et je vais m'arrêter sur un ou deux autres pour attirer votre attention sur le fait qu'on est en train de se prendre la tête sur le numérique et l'apprentissage et il y a des domaines qu'on a oubliés, tout simplement parce que ça marche.
Et on a oublié que les calculettes en classe de mathématiques, c'est du numérique au service des apprentissages. Sauf que comme ça marche, ça n'intéresse plus personne. Et vous n'avez plus aujourd'hui de publication sur l'étude des usages de la calculatrice en classe de mathématiques. Or, c'est une littérature des années 1980 qui a perduré un petit peu au début des années 1990 et qui a complètement disparu, tout simplement parce que ça marche, parce qu'on a trouvé des usages spécifiques, on a compris que utiliser une calculatrice et résoudre un problème, ce n'est pas la même chose, que la calculatrice ne résoudra jamais un problème à la place d'un élève, mais que si on considère la calculatrice comme un outil secondaire, par exemple pour faire des calculs, et non pas pour résoudre le problème, alors on a des effets qui sont bien connus, il y a des types d'usages qui ont été caractérisés, et on va trouver la même chose sur l'EXAO, hein, l'expérimentation assistée par ordinateur, en classe de biologie, en chimie, en sciences physiques. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Je vous défie de trouver en 2018 ou en 2019 une seule publication sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que ça marche. Parce que ça s'est inséré progressivement depuis 25 ans. On a stabilisé des usages et aujourd'hui, ça vient à l'idée de plus personne de se poser ce genre de questions, tout simplement parce que le temps a fait son œuvre et des usages se sont stabilisés. Alors, s'entraîner, c'est une fonction pédagogique que j'ai trouvée particulièrement intéressante parce que le fait de regarder la littérature a remis en cause des croyances que j'avais. J'étais absolument sûr que sur la fonction pédagogique, s'entraîner, les résultats étaient clairs, nets et précis. Et en fait, pas tant que ça. Il y a une littérature qui est assez ancienne. Il y a une genre de synthèse de la littérature qui date de 1972 hein, sur les exerciceurs numériques. Et donc, c'est pas nouveau. Mais il y a des choses qui restent en suspens alors que le rythme de publication est très bas aujourd'hui. Et en particulier, j'ai été, alors je ne sais pas si c'est là que je l'ai mis, l'effet de... Non, après sur s'évaluer que je vais revenir. Sur jouer, là c'est rigolo, là la littérature elle fait des trucs comme ça. C'est-à-dire que vous avez une littérature sur apprendre en jouant avec des ordinateurs qui datent de l'époque du ludo-éducatif. Puis après, ça ne se vendait plus, donc on a appelé ça Serious Game, donc ça s'est mis à se revendre. Et vous avez une littérature qui fait comme ça et qui donne des résultats souvent très nuancés, qui sont bons, mais qui ne passent pas par la motivation, contrairement à ce qu'on croyait. Alléluia, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que si ce qu'on recherche avec le numérique, c'est augmenter la motivation des élèves, ben, ça ne marche pas. Que la coopération médiée par ordinateur est un des domaines les plus vivants de la recherche depuis 20 ans et ça continue aujourd'hui. Et aujourd'hui, la littérature n'est plus tellement sur est-ce qu'on peut apprendre en coopérant à distance avec un ordinateur, mais plutôt quel script, quelle quantité, quelle directivité des scripts, hein, c'est-à-dire des espèces de modes d'emploi de la coopération. Et vous avez un très très bon papier là, que les collègues allemands ont publié en 2017, qui est une très très bonne revue de la littérature sur le sujet. Et vous avez les gens si certains d'entre vous sont impliqués dans ce sujet, vous avez elle, là, cette chercheuse américaine qui, avec cette autre personne, j'ose pas prononcer le nom, qui est coréenne, elles ont publié récemment toutes les deux un très très bon papier qui donne en quelque sorte un cahier des charges. Hein, donc elles ont appelé ça les affordances, mais on pourrait appeler ça les défis à relever si vous voulez concevoir un environnement coopératif d'apprentissage à distance. L'apprentissage à distance aussi, une énorme littérature dans les années 80-90. Ça s'est un petit peu calmé. Des effets qui sont qui sont globalement absents
quand on compare apprentissage en distance et apprentissage en présence, mais des effets très intéressants du côté du blended learning, hein, des scénarios hybrides, et une littérature qui a découvert récemment qu'en fait, si vous voulez voir les plus-values de l'apprentissage à distance, il faut vous intéresser aux gens et pas aux outils d'abord, c'est-à-dire pourquoi ils sont inscrits à distance. Et en fait, vous avez tout simplement un rapport bénéfice-coût, hein, c'est-à-dire si je m'inscris à distance parce que je ne peux pas me déplacer, la plus-value que je vais trouver est complètement différente de je m'inscris à distance alors que je peux me déplacer. Il ne faut jamais oublier ça. Et là, ce papier-là vient de paraître. Ça, c'est les collègues néerlandais de la Open University qui ont fait une enquête qui met en lien, en gros, les compétences métacognitives, on va dire ça, des étudiants et leur réussite. Et c'est une population qui est très importante. Hein, je crois qu'ils ont 700 questionnaires, quelque chose comme ça, sur des personnes qui sont entre 20 et 70 ans. Et la diversité de cet échantillon est très intéressante. Oui, voilà, c'était sur cette autre fonction pédagogique que je voulais m'arrêter. C'est que je n'ai pas réussi à retrouver tant que ça de public qui répliquerait cet effet-là. Le fait que quand je suis évalué par un ordinateur, je me sens moins menacé que quand je suis évalué par un autre être humain. Et cet effet bénéfique-là, malheureusement, ce n'est pas devenu un domaine de recherche. Vous allez trouver 3-4 publis sur ce sujet-là, mais c'est difficile d'en trouver plus que ça, et c'est fort dommage. Bon voilà, donc je vais m'arrêter, il me reste 3 minutes, il me semble. En tout cas, d'après mon chrono, il me reste 3 minutes. Juste pour dire, j'ai passé en revue d'autres fonctions, je vais les zapper ici. Produire un texte, programmer, découvrir des concepts abstraits, faire émerger des idées, puis le diapo que je n'ai pas eu le temps de faire, l'expérimenter, apprendre à faire sur simulateur ou en réalité virtuelle, et tout ce qui est mémorisé, apprendre par cœur, qui montre qu'il y a une littérature très intéressante parce que ça montre des effets nuls, sauf dans un domaine, apprendre du lexique en langue étrangère, où là, on a des effets positifs. C'est marrant. Enfin, moi, ça m'a fait marrer. Donc, en conclusion, premièrement, là, quand vous vous intéressez aux plus-values du numérique sur l'apprentissage et que vous utilisez cette entrée-là, fonction pédagogique, il y a une littérature absolument pléthorique. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. 55 méta-analyses, j'ai calculé qu'en moyenne, une méta-analyse, ça analyse 70 articles. Ça veut dire que la littérature est absolument extraordinaire sur ces sujets-là. La plupart du temps, les effets sont en faveur de tel outil numérique pour telle fonction pédagogique, mais ces effets sont souvent modestes. Les effets modestes sont en fait cachent une variation d'effets très très importante. Certaines fonctions pédagogiques bénéficient fortement du numérique. J'en ai passé quelques-unes en revue et après, à peu près sur les 23 fonctions pédagogiques que j'ai analysées, il y a une bonne dizaine dans lesquelles, en moyenne, on obtient des effets fortement positifs. D'autres ont des effets modérés. D'autres, comme la fonction programmer, bon, on ne sait pas du tout ce que ça donne. La fonction développer sa créativité, à l'heure actuelle, il n'y a rien. Il est impossible de trouver quoi que ce soit de sérieux. Certains outils, les outils numériques n'ont pas d'effet sur la motivation et certains outils ont tendance à détériorer certaines activités. Je ne sais pas pourquoi j'ai foutu un X à activité. Parce que c'est détérioré. J'arrivais au bout. Là, c'est le moment où Mireille a commencé à parler. Quoi. Et donc, 8e point de la conclusion, c'est que contrairement à un poncif, quand on conçoit un outil numérique, ce n'est pas pour faciliter l'activité des élèves. Ça, c'est une constante. C'est que les exigences cognitives des outils numériques sont souvent beaucoup plus élevées que leur équivalent papier ou interaction directe. Et je voudrais conclure en disant que ces outils numériques, c'est aussi de nouvelles exigences pour nous, que nous soyons décideurs, que nous soyons accompagnateurs de décideurs ou que nous soyons concepteurs. J'ai l'impression que globalement, on est nul dans le domaine pour l'instant. La plupart des choses, le sujet des serious games est excellent. L'immense majorité des serious games sont des daubes absolues. C'est absolument horrible. On dépense des centaines de milliers d'euros pour concevoir
des bouses, quoi. C'est le niveau zéro du design, c'est le niveau zéro de la pédagogie, et c'est le niveau zéro du game, quoi. C'est des jeux absolument pourris. Et j'ai pris que cet exemple qui est facile à attaquer. Mais voilà, la plupart des MOOC sont mal conçus par des gens qui n'ont pas réfléchi à une seconde, etc. Et la différence, c'est donc pas tel type d'outil, tel type de fonction pédagogique, mais quel est le sérieux qu'on a mis dans la conception de ces outils. Est-ce qu'on a bien réfléchi à pour quel but, pour quel public, dans quelles conditions, avec quel dispositif d'aide. Voilà, je vous remercie pour votre conclusion. Merci André. Des questions? Des remarques? Oui, Claudette, j'arrive. Ma voisine me souffle de dire que ton diaporama il est pourri, mais ce n'était pas ma question ni mon commentaire. C'était dans toutes les méta-analyses, etc., que tu as pu consulter. Et quand tu parles de la variabilité, des très grandes effets de variation, quelle peut être la part des variables socioculturelles des élèves, qui ne sont pas tous dans les mêmes conditions de compétences, de maîtrise préalable, de rebond par leur propre entourage familial, etc. Et j'ai l'impression que finalement c'est une question, telle que ça apparaît aujourd'hui, qui a été peu traitée. Alors que la grande étude HBSC là, qui a été faite sur la santé des adolescents, qui contient un volet numérique, usage du numérique par les adolescents. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une énorme enquête internationale qui est faite auprès de dizaines de milliers et en France, c'est l'équipe de l'INSERM de Toulouse qui a réalisé cette étude-là, et qui montre très très bien qu'il n'y a pas un effet de l'origine sociale ou familiale sur la quantité d'outils numériques qu'on existe, mais sur le type de contenu, sur le type d'outils et sur le type de contenu qu'on utilise. Je sais qu'Alain Liori avait obtenu le même type de résultat sur un autre échantillon qui était énorme il y a quelques années. Et donc, selon l'origine, on n'utilise pas les mêmes outils et on ne traite pas les mêmes contenus. Et du coup, les compétences qui se développent en dehors de l'école sont très marquées socialement. Ensuite, et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette littérature, c'est à l'intérieur même d'un groupe social homogène, les enfants d'enseignants, il y a une variété d'usage des outils numériques qui est extrême. C'est-à-dire qu'il y a une variété, on va dire, en fonction de catégories sociales, culturelles, machin, etc. Et à l'intérieur, il y a aussi une variété. Et vous avez à l'intérieur d'une même population d'adolescents, je ne sais pas, des enfants de 17 ans, des gens qui ne vont jamais sur Internet et des gens qui vont tous les jours, plusieurs heures par jour sur Internet. Et la constante, c'est qu'on est à peu près à cet âge-là sur en moyenne 8 ou 9 heures d'écran par jour, mais des écrans complètement différents pour des contenus complètement différents, avec des sources de variation qui sont extrêmes. Donc oui, c'est une variable qui a un effet énorme, mais qui est notablement négligée dans la plupart des études que j'ai citées. Alors qu'on a de bonnes raisons de penser que les différences sont extrêmes. Oui, alors c'était impressionnant cette synthèse. J'espère que tu nous en feras profiter aussi. Je pense que c'est mieux à l'écrit qu'à l'oral. Hein. Je ne le ferai plus jamais. Ça vient de présenter à l'oral. Voilà, c'est un rapport, il faut le lire. Il faut le lire. Il fait 80 pages et puis voilà. Je me demandais dans quelle mesure, parce que là souvent tu parles d'effets, alors bon il y a des conditions etc, mais d'effets directs, parce qu'on parle beaucoup d'effets de médiation justement, c'est ce que tu viens de dire justement sur les niveaux socio-culturels fait partie des choses. Est-ce que tu as remarqué
des facteurs qui venaient en médiateur des effets qui te semblaient revenir sur ces différents usages. Oui, donc il y en a un, c'est la pertinence pédagogique. C'est-à-dire qu'au lieu de tester l'outil tout seul, je teste l'outil et son usage pédagogique. Et ça, c'est dans une des dernières méta-analyses qui a été publiée, qui je pense que j'ai mis dans la première diapo. Là, tu l'as, c'est les Canadiens qui ont fait cette étude-là et qui ont dit la variable intermédiaire qui a le plus d'impact, c'est la condition pédagogique. Et ils disent même, en fait, c'est ça qui est d'abord important. C'est pas l'outil, c'est l'outil pour quoi faire. Donc ça, c'est la première chose qui monte de façon très très forte et qui monte, et d'après les Canadiens, qui monte d'autant plus que la méta-analyse est de bonne qualité. C'est-à-dire, plus la méta-analyse est sévère dans les critères de sélection des articles et rigoureuse dans cette analyse, plus cette variable-là monte. Et la deuxième chose qui monte, mais alors très très clairement, c'est la formation et l'accompagnement des enseignants. Et ça, et aujourd'hui, il y a même donc des méta-analyses dans lesquelles ils regardent, et c'est la deuxième variable qui monte de la façon la plus claire, on va dire. Non, c'est pas pour me venger. Non, est-ce que tu penses finalement pas que au regard de tout le travail de synthèse que tu viens de faire, que ces approches par comparaison de médias qu'on connaît dans la littérature, finalement, elles finissent par être stériles au regard de la disparité des études, des populations, des facteurs, etc. Et est-ce qu'il ne faut pas considérer comme acquis de toute façon le numérique, il est là, on fera passant, et que ces approches par comparaison de médias, finalement, elles perdent de l'intérêt, qu'il ne faut pas aller... C'est le débat de meilleur autour des comparaisons, enfin des études de valeur ajoutée. Finalement, comment on ne peut pas plutôt essayer d'améliorer ces outils numériques plutôt que de chercher à les comparer à d'autres approches. Bien sûr. C'est ce que j'ai voulu mettre dans le 9e point, quoi, qui est de dire, c'est d'abord la pertinence pédagogique, ce n'est pas l'intérêt de l'outil, c'est l'outil pour quoi faire, c'est pour faire apprendre quoi à quels élèves, avec quel scénario pédagogique. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est de dire, mais en fait, c'est l'article de Jean-Michel Bouchex et Eric Lowe, là, qui est de dire, mais il faut arrêter de se demander si les vidéos, ça marche ou ça ne marche pas. Il faut se demander comment concevoir des vidéos efficaces, et en fonction du but. Et donc, les travaux qu'ils font en ce moment sur le montage, le découpage des vidéos, l'ajout progressif de complexité dans la vidéo, c'est ça la question. C'est nous, comme designers, qui devons progresser. Tout à fait. C'est ce que j'ai voulu mettre là, dans le J'en suis à ma 6e année de réflexion sur le numérique en classe. Et tout au long de cette journée, en fait, ce que j'ai eu à l'esprit, je suppose que vous le connaissez, c'est le dessin de Marcel Lebrun où on voit 2 ménagères en train de nettoyer des tapis. Il y en a une des deux qui tape avec une tapette sur son tapis et l'autre qui tape avec un aspirateur sur son tapis. Et j'ai l'impression, ça fait 30 ans qu'on a commencé à introduire les ordinateurs à l'école, j'ai l'impression qu'on continue à se demander si taper un tapis avec un aspirateur, c'est plus efficace ou moins efficace que taper sur un tapis avec une tapette en bois. Et je voulais savoir si vous aviez la même impression, vu que vous lisez beaucoup plus d'articles que moi. Je commence à être un peu désespérée et je veux savoir si vous l'êtes autant ou pas. C'est l'approche que j'ai choisie dans cette présentation, qui est de dire l'entrée, il faut prendre l'entrée d'Erika de Vries, qui dit l'entrée, c'est la fonction pédagogique, ou plutôt c'est le triplet, fonction pédagogique, tâche élève et outils. Et c'est ça la porte d'entrée. Et donc, pour reprendre le dessin dont vous citez, c'est pas non seulement c'est l'aspirateur, ou le balai, ou ce que vous voulez, le tapis, ou la moquette, etc., et la personne qui manipule. Parce que selon que c'est un professionnel ou quelqu'un qui fait ça chez lui, si c'est quelqu'un qui fait ça tous les jours, ou c'est quelqu'un qui fait ça une fois par an. Et donc l'idée c'est ça, l'approche d'Erika. Lisez-le, cet article, il est merveilleux. C'est un article 2001 dans la revue française de pédagogie. Elle définit tout.
Et en gros, elle plaide pour, en 2001, vous imaginez, c'est la préhistoire, elle plaide pour essayer même d'organiser ces fonctions pédagogiques, de ne pas faire une espèce de liste avec des fonctions pédagogiques, mais d'essayer de dire est-ce qu'on pourrait les organiser. Elle, le choix qu'elle fait dans l'article, et c'est très très convaincant, c'est les organiser théoriquement, en disant certaines fonctions pédagogiques lorgnent très fortement du côté du behaviorisme, d'autres fonctions pédagogiques lorgnent très fortement du côté du traitement de l'information, mémoire à court terme, mémoire à long terme, etc. Donc, elle, c'est la proposition qu'elle fait. Hein, c'est d'organiser ces fonctions pédagogiques en fonction de leur soubassement théorique. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai essayé de... Ça n'a pas dû se voir d'ailleurs lors de la présentation, mais j'ai essayé de grouper les fonctions pédagogiques par le type de tâche élève. Et j'ai avancé comme ça. Mais je crois que c'est ça. Hein, nous devons avoir une entrée par les fonctions pédagogiques et nous devons apprendre à organiser ces fonctions pédagogiques pour ensuite, bien entendu, pouvoir éventuellement les comparer. Enfin, il fait du sport, Franck, c'est pour ça, la prochaine fois, c'est quelqu'un tout en haut qui... Il est jeune, lui. Oui, je vais te demander, en fait, là, justement, tu parles de tâches élèves, et j'étais en train de penser qu'il y a pas mal d'outils qui sont des supports à l'enseignement, supports aux enseignants. Par exemple, quand on parle de... ce matin, on a une présentation qui montrait Kahoot, hein, qui est un outil de quiz interactif. Il est pour les deux, mais du coup, est-ce que tu t'es intéressé aussi à ça d'une certaine manière? Parce qu'on peut penser que si on fait un support à l'enseignement, in fine, ça facilite aussi l'apprentissage des élèves. Moi, l'idée dans le triplet, c'est ça, c'est qu'il y a la fonction pédagogique. En gros, c'est qu'est-ce qu'en fait l'enseignant et pourquoi. Et après le papier d'Erika, pendant un moment, j'avais regardé en disant, voilà, du côté fonction pédagogique, il faudrait distinguer la fonction pédagogique, c'est en gros à quoi ça sert pour enseigner, cet outil-là, de la tâche enseignant. Et tu vois, et distinguer les deux. Et de dire, c'est un enseignant, il fait quoi avec ou comment il fait son métier d'enseignant avec cet outil-là. Et en distinguant ces deux trucs, ça marche très très bien. C'est-à-dire que chaque triplet, tu peux bien distinguer dans la fonction pédagogique ce que j'ai appelé ici fonction pédagogique et ce qu'on pourrait appeler tâche enseignante, qui serait l'analogue de tâche élève. Je l'ai essayé, ça marche super bien. Ouais. Alors après, ça commence à faire des trucs un peu compliqués, mais ça marche très très bien, et tu peux comme ça marche notamment. Enfin, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que tu vois que certaines fonctions pédagogiques éjectent l'enseignant. Il n'y a plus l'enseignant, il n'y a plus de tâche enseignant, ou alors elle est extrêmement limitée. Je conçois ce truc, et puis après, les élèves vont l'utiliser en autonomie, et d'autres n'éjectent pas l'enseignant. L'enseignant continue de faire son métier d'enseignant pendant que les élèves utilisent ce machin. Et après, il y a des tâches d'utilisation conjointe. C'est l'enseignant et les élèves utilisent en même temps l'outil. Mais oui, je l'ai essayé, franchement, ça marche super bien. Pas d'autres questions? Bon, écoutez, je vous propose de clôturer maintenant. Merci André encore. Merci. Juste un petit mot pour clôturer cette journée. Donc, d'une part, je vous rappelle qu'elle continue demain pour ceux qui ont le courage de venir demain, sachant qu'il fait encore plus chaud. Voilà, ça il faut le savoir. Je voulais remercier encore toutes les personnes qui sont venues de loin exprès pour faire vivre cette journée. Donc merci encore. Je sais que certains vont reprendre l'avion tout bientôt. Je voulais remercier aussi, on ne l'a pas fait ce matin, les gestionnaires administratifs du labo qui nous ont aidés à l'organisation de cette journée. Donc Nathalie Moulic, Anne-Sophie Campo et Nathalie Tullio. Voilà, sans qui vous n'auriez pas eu tous ces programmes. Et tout ça, et ce beau buffet qu'on n'a pas pu finir. Voilà, donc merci encore à vous pour votre participation, et à demain pour certains, et bonne soirée. Au revoir.
Attendez. Oui, puisqu'on en est au remerciement, on ne l'a pas fait ce matin non plus. Merci beaucoup à Marianne et Robin qui, depuis ce matin, gèrent la gestion des buffets, des arrivages, de goûter, de pauses, etc. Merci à vous, vous assurez. Et maintenant, oui. Bref, j'allais juste terminer en disant prenez des Tupperware demain.